Bienvenue à bord du premier Pégase d'été de l'été 95 et nous avons choisi de vous les présenter, ces Pégases, depuis le Salon du Bourget. Au Salon du Bourget, il y avait cet avion, un vieil avion, Concorde, le prototype, le 001. Il y a un an encore, c'était un avion dans un état assez déplorable. Il était corrodé, la peinture faisait des cloques, s'en allait de partout. Maintenant, il est plus beau que neuf. Si vous n'avez rien de mieux à faire cet été, faites donc un tour au musée de l'air au Salon du Bourget pour regarder cet avion et le reste des collections. Mais en attendant, restez avec nous et retrouvons ensemble un mythe. Un avion qui va bien au-delà de l'histoire de l'aviation, c'est pratiquement l'épée du chevalier Lancelot du Lac, si on peut dire. Vu de la Lune, l'histoire qui va suivre est insignifiante car invisible. Et pourtant. Richard Hillary avait 20 ans lors de l'été 40. Lui et 600 autres jeunes pilotes de la Royal Air Force britannique passèrent cet été-là à défendre leur pays dans des combats semblables à ceux de la chevalerie. Ces jeunes gens combattaient car c'était leur devoir. Mais à 20 ans, lorsqu'on est saturé de l'adrénaline de la guerre, partagé entre terreur et exaltation, la notion de devoir envers sa patrie n'est pas toujours très claire. Ils ne se prenaient pas pour des héros. Ils furent pourtant le dernier rempart de la démocratie dans une Europe submergée par les forces de la dictature. La moitié d'entre eux combattit à bord d'un pur sang du ciel, qui en quelques semaines devint un mythe et le symbole de la résistance britannique, le chasseur Spitfire. À bord d'un Spit début septembre, Hillary fut abattu en Manche. Il se parachuta dans l'enfer de flammes de son cockpit embrasé et fut défiguré. Son visage fut remodelé et 2 ans plus tard, redevenu pilote, il mourut pour de bon après avoir écrit un livre magnifique, Le Dernier Ennemi. Pour bien commencer cette histoire, il faut insister sur le fait qu'elle est anglaise, aussi anglaise que les délires d'Alice au Pays des Merveilles ou que les pensées d'un George Bernard Shaw. L'Angleterre adore se balancer entre ses extrêmes et cultive soigneusement ses paradoxes. Cette histoire ne manque pas de paradoxes. Et si nous voulons jouer les Alice, il nous faut une porte sur l'espace-temps, à nous aussi. Voici cette porte. Une fois cette porte passée, on va découvrir une Angleterre à 4 dimensions et non plus 3. La 4e, c'est le temps, et ici, le temps qui passe se laisse parfois distendre. À 90 km au nord de Londres, il y a les collines de Gog Magog. Au pied de ces collines, une ville, Cambridge. Cambridge est un parfait symbole de l'esprit anglais. Cambridge fut fondée en 1209, lorsque des savants, fuyant l'incompréhension d'un peuple abruti, s'établirent au bord de la rivière Cam. Ils y construisirent un pont, un village, Cam, la rivière, Bridge, le pont, Cambridge, le village. En 1284 fut ouvert le premier des collèges composant l'université de Cambridge. Depuis, Cambridge s'est élevé au premier rang des temples de l'esprit humain. Parmi ceux qui y sont passés comme maîtres ou élèves, on trouve Erasme, Newton, Byron, Darwin. L'équation de base qui régit les flux monétaires en économie, formulée par Keynes, s'appelle l'équation de Cambridge. Les fondations de la science nucléaire se trouvent ici, au Cavendish Laboratory, où passèrent Rutherford, Bohr et Oppenheimer, entre autres. Aujourd'hui, Cambridge est aussi l'un des foyers planétaires de la science des logiciels informatiques. Et c'est là que l'extraordinaire Stephen Hawking, cloué sur son fauteuil roulant et s'adressant à ses élèves par l'intermédiaire de la voix synthétique d'un ordinateur, s'acharne à décrypter les mystères de l'univers. Cambridge, c'est une image forte d'une Angleterre universelle, contestataire et intellectuellement brillante comme du diamant. Pour construire ce monument baptisé Angleterre, il faut des briques, qui elles s'appellent les Anglais. Voici un Anglais, Stephen Gray. Stephen est considéré comme un grand businessman, et cela dans le pays même qui a inventé le mot business, c'est tout dire.
Il brasse beaucoup d'argent, il court le monde, il développe en permanence de nouvelles affaires, en particulier en Russie. Mais Stephen Gray a un jardin secret, un repère proche de Cambridge, où se trouve ce qu'on serait tenté d'appeler son coffre à jouer. Dès qu'il a un peu de liberté, il y accourt. Stephen appartenant au siècle de l'air, il est normal que dans son coffre à joujoux, on trouve des avions. Dans cette histoire anglaise, il nous fallait un guide, c'est Stephen qui a joué le rôle. En 1920, les avions anglais ressemblaient à ça. Outre-Manche, on les surnommait des kites, des cerfs-volants. Ce SE-5, comme ce Bristol Fighter, étaient des cerfs-volants motorisés et gouvernables. Et ils étaient représentatifs de la technique des années 14-18. Les choses restèrent à peu près 10 ans en l'état. On dessina en Angleterre beaucoup de biplans, on continua à privilégier le bois et la toile de coton ou de lin comme matériaux de base pour les cellules, mais en s'occupant de fiabiliser les moteurs, on commença de parcourir le monde. Des petits monomoteurs comme ceux de la série des 2 Havilland Moth rendirent célèbres des pilotes aventuriers, personnages à la Kipling, parmi lesquels des femmes, John Batten ou Amy Johnson par exemple, ou des caractères trempés tels que Chichester, le futur coureur des mers. L'aviation sportive se mariait très bien aux traditions très anglaises de l'exploration et du voyage lointain. Mais l'avion équipé de roues tel que nous le connaissons aujourd'hui avait un sérieux concurrent dans la course à la conquête de la navigation aérienne en la personne de l'hydravion. Dès les débuts de l'aviation, on avait pensé que l'eau serait la plateforme idéale pour recevoir et relancer les avions. L'Angleterre, reine des océans, ne pouvait bien entendu ignorer l'hydravion. La France, puissance coloniale, avait elle aussi d'immenses ambitions dans ce domaine. Comme l'époque était aussi celle de la découverte de la puissance de la presse, on ne disait pas encore les médias, ce qui devait arriver arriva, on mit des numéros sur les dérives et on inventa des compétitions chargées de prestige car royalement dotées. D'autres pays se lancèrent dans l'aventure des sports aériens mécaniques comme l'Italie. La plus grande compétition de l'histoire du ciel fut ainsi inventée par un Français et principalement courue entre l'Angleterre et l'Italie, la Coupe Schneider. La Coupe Schneider était laide, à l'inverse des hydravions conçus pour elle. On était à la fin des années 20 et quelques hydros de vitesse furent assemblés à l'unité comme des Formule 1 du ciel. La Royal Air Force avait demandé à la société Supermarine de défendre le pavillon. Ce fut la série des S4, S5 et S6. Plus de 2000 chevaux, des vitesses dépassant 600 km/h sur des circuits balisés de bouées, parcourus à basse altitude. Les Italiens alignaient des maquis Fiat équivalents et des centaines de milliers de spectateurs firent le voyage de Venise ou de Calshot pour admirer les bolides qui tuaient régulièrement leurs pilotes. L'ingénieur en charge des racers chez Supermarine avait à peine 30 ans. Il n'avait pas fait d'études supérieures, mais possédait un formidable instinct et un rare bon sens. Son nom était Reginald Mitchell. Et ses hydros de course donnèrent définitivement la Coupe Schneider à la Grande-Bretagne en 1931, après 3 victoires successives. Quant au moteur des S6, c'était des 12 cylindres en V de chez Rolls-Royce. Si un jour il faut filmer un remake de l'étoffe des héros, on pourra s'inspirer des exploits de ce petit groupe de pilotes anglais qui prenaient si naturellement la pose. Au milieu des années 30, Mitchell apprit qu'il avait un cancer et que c'était incurable. Il lui restait le temps de concevoir un seul avion, qu'il équiperait bien sûr d'un moteur sortant de chez Henry Royce, dérivé des moteurs de la Coupe Schneider. Mitchell, très malade, savait qu'une guerre avec l'Allemagne finirait par éclater. Son dernier avion serait un chasseur ultramoderne, un condensé aussi parfait que possible du savoir de sa petite équipe. Le premier vol du prototype fut fait par Mud Summers le 5 mars 1936. Ensuite, ce fut le jeune Jeffrey Quill qui fut chargé de l'ensemble des essais en vol et de la mise au point. L'avion, laqué de bleu pâle par les peintres de chez Bentley, fut présenté au public lors de quelques meetings. À l'époque, on le connaissait sous son numéro de série, K5054. La RAF en commanda d'abord 310, puis décida qu'il lui fallait un beau nom. On le baptisa donc Spitfire, cracheur de feu. Et Mitchell mourut peu après, en juin 1937. Les premiers Spits de série furent livrés en août 1938 au 19e squadron de chasse basé à Duxford, près de Cambridge.
Le secret du Spitfire, le secret de ses performances assez incroyables, réside principalement dans l'aile. Cette aile, elle est particulière en ce sens d'abord qu'elle a une forme elliptique, un peu comme une aile d'hirondelle. Il n'y a aucun trait de crayon droit dans cette aile. Alors, les Spitfire sont connus pour la beauté de leurs ailes. Il suffit de les voir voler pour voir en particulier les ailes pointues. Cette version-ci, vous le remarquerez, n'a pas les ailes pointues. Les ailes étaient un peu coupées au carré de manière à donner à l'avion plus de manœuvrabilité à basse altitude. Mais reste que cette aile-là, c'est un miracle. C'est un miracle de savoir, de connaissance et de science. Lorsque Reginald Mitchell l'a dessiné, il savait ce qu'il faisait, certes, mais à l'époque, il était impossible qu'il connaisse un certain nombre de choses sur le vol à proximité de la vitesse du son. Simplement parce qu'on n'avait pas encore étudié ces choses-là d'une manière véritablement scientifique. Eh bien, là, le miracle intervient. Mitchell, peut-être par hasard, peut-être par prescience, peut-être simplement par sens de l'esthétique, avait donné à cette aile toutes les caractéristiques qui faisaient qu'elle reste l'aile d'avion à hélice la plus rapide de l'histoire, puisque aucun avion à hélice n'est allé aussi vite qu'un Spitfire. Pour un avion construit dans les années 35, c'était quand même pas mal. Un autre point particulier du Spitfire, c'est son train d'atterrissage. Un train d'atterrissage à voie extrêmement étroite. On a l'impression que les roues sont accrochées pratiquement directement au fuselage et non pas aux ailes. Si on les avait accrochées aux ailes, il aurait fallu renforcer la structure de celle-ci pour supporter les efforts de l'atterrissage, du décollage. En les mettant ici, on allège les ailes, donc on a un avion qui vole mieux, qui est plus manœuvrant, qui est plus souple. Mais le problème, par contre, c'est qu'en mettant les roues très près de l'axe longitudinal de l'avion, eh bien, on a un avion extrêmement instable au décollage et à l'atterrissage, d'autant que cette hélice gigantesque, accrochée à un moteur surpuissant, vous donne un avion qui, au décollage, a tendance à partir, à cause du couple de l'hélice, de côté. Par conséquent, avec un train aussi étroit, au décollage et à l'atterrissage, le Spitfire est un avion qui vous ouvre les robinets d'adrénaline au maximum. Ok. Right, mind the prop. Le cœur du Spitfire, comme le cœur de tout avion, c'est son moteur, bien sûr. Et ce moteur, c'est le Rolls-Royce Merlin. Pour un avion qu'on peut comparer à l'épée Excalibur des jeunes pilotes de chasse de la Royal Air Force, le fait que son moteur s'appelle Merlin a quelque chose d'assez ironique, pratiquement. Parfois, le hasard fait bien les choses. C'est donc un Rolls-Royce. C'est un moteur de 27 litres de cylindrée. C'est gros, comparé à un moteur de voiture. C'est un 12 cylindres en V. 12 cylindres en V comme les plus célèbres moteurs d'automobile, comme les moteurs Ferrari par exemple. C'est un moteur évidemment à échappement libre, alors vous imaginez 27 litres de cylindrée, 1800 chevaux qui vous crachent des flammes qui mesurent 30 à 40 cm à peu près en permanence. C'est pas un moteur, c'est finalement l'enfer. C'est un gros moteur, c'est un 4 soupapes par cylindre. Déjà à l'époque, on faisait 4 soupapes par cylindre. Vous voyez les voitures dont on vous dit qu'elles ont 16 soupapes ou 24 soupapes, finalement sont peut-être pas si en pointe technologique que ça. Il faut voir que chaque soupape, c'est gros quand même comme une sous-tasse à café à peu près. Et puis il y a un compresseur, c'est un peu l'équivalent d'un turbo, comme quoi c'est pas nouveau aussi. Le compresseur à double étage est ici, et son rôle était de comprimer l'air aspiré à l'extérieur de manière à nourrir le moteur à haute altitude avec de l'air bien dense pour bien le mélanger à l'essence. Et ainsi l'avion gardait ses performances, et aux alentours de 10 km de haut, 10 000 mètres d'altitude, comme un Airbus 320 par exemple, et ben il volait à peu de choses près à la vitesse d'un Airbus 320. Le Spitfire possède une manœuvrabilité fantastique, en particulier en roulis, c'est-à-dire incliné de droite à gauche et les départs en virage. Cette manœuvrabilité lui vient de ses ailerons. Au début, les ailerons étaient entoilés. Mais le problème, c'est qu'à très haute vitesse, en piqué vers 700-800 km/h, lorsque les pilotes essayaient d'incliner l'avion, les ailerons se tordaient. Leur revêtement n'était pas assez solide, forcément il était en toile, et donc les ailerons se tordaient et n'étaient plus efficaces. Donc après, on a monté des ailerons métalliques, comme ceci. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour une machine de guerre qui normalement doit être destinée à vivre à la dure et puis à être consommable après tout, eh bien le soin apporté à la fabrication de ces avions à l'époque, mais aussi aujourd'hui, le soin était assez étonnant. Regardez le bout d'aileron, regardez ce qu'il y a dedans, juste pour faire joli.
Cet avion, c'est donc un concert de courbes enchaînées les unes dans les autres. Et il y a un endroit dans l'architecture du Spitfire où c'est vraiment très apparent. Le bord de fuite de l'aile, qui est courbe, donc elliptique, vient ici, rentre dans le raccord entre l'aile et le fuselage et vient se fondre tout doucement dans le fuselage lui-même. Le fuselage, eh bien, il est convexe forcément, puisqu'il est moulé autour des épaules du pilote. Et donc vous avez un endroit superbe, c'est l'endroit où s'enchaîne cette convexité du fuselage avec ici le creux du raccord et qui repart vers l'ellipse de l'aile. Cet avion peut être comparé à une hirondelle avec 1800 chevaux. Et vous le savez, les hirondelles ont les attaches fines, tellement fines qu'on se demande même à certains moments comment ces oiseaux arrivent à tenir les accélérations démoniaques qu'ils encaissent dans les virages en particulier. Une hirondelle, ça vire à 7G et 8G, c'est-à-dire comme un avion de voltige. Le Spitfire aussi, et il a des attaches fines. Prenez un exemple, c'est justement la queue du Spitfire. Bon, la queue de l'hirondelle est caractéristique, et la queue de cet avion aussi. Tous les empennages viennent de construction. C'est une seule et même pièce. C'est un cauchemar pour carrossier, construire. Et ce qui est étonnant, c'est que tout l'empennage vient se boulonner, vient se positionner dans l'arrière du fuselage par l'intermédiaire de cette couture ici. Et quand vous voyez par quoi ça tient, et que ça tient à des vitesses de l'ordre de 1000 km/h, là vous commencez à être émerveillé de la qualité de l'ingénierie de cet avion, puisque avec 3 fois rien, des bouts de ferraille gros comme des bouts d'allumettes, on fait en sorte que ce soit d'une solidité phénoménale, comme les hirondelles. Fin juin 40, tous les pays d'Europe continentale se retrouvèrent, par la force des armes ou celle du réalisme politique, contrôlés par l'Allemagne hitlérienne. Seul restait à vaincre la grande île de l'autre côté de la Manche. Le maréchal de l'air Göring, numéro 2 du régime, présenta à Hitler son plan pour l'écrasement de l'Angleterre. Il y aura un débarquement et une occupation du sol anglais. Mais d'abord, la Luftwaffe allait rayer du ciel britannique la première ligne de défense constituée par le Fighter Command, le commandement de la chasse de la Royal Air Force. Ces avions seraient détruits, ces aérodromes rasés. La petite RAF avait été surnommée le meilleur aéroclub du monde. Ses pilotes vivaient confortablement selon les codes de la vie sociale militaire anglaise. Ils habitaient sur des bases qui mélangeaient d'une manière frôlant la préciosité, rusticité militaire et confort douillet des cottages de campagne. L'affaire commença le 10 juillet 40 par un bombardement allemand sur un convoi devant Dungeness. Ce jour-là, 9 avions allemands furent abattus, la RAF perdant un Spitfire et un Hurricane. Un bateau fut coulé. Ainsi commença la plus grande bataille aérienne de tous les temps, qui s'acheva le 19 septembre par l'abandon des plans d'invasion allemands. Pratiquement chaque jour, entre le 10 juillet et le 19 septembre, les pilotes de la RAF livrèrent combat aux bombardiers et aux chasseurs de la Luftwaffe. Parfois, chaque pilote anglais effectuait 4 ou même 5 missions dans la journée. Les Spitfire et Hurricane fondaient comme neige au soleil, leurs pilotes tuaient ou blessés la moitié du temps. Mais la Luftwaffe fondait encore plus vite que la RAF. Après les convois, les bombardiers s'attaquèrent aux aérodromes et à l'ensemble du dispositif de défense aérienne britannique. Ce fut le moment de vérité. Pour les 600 chasseurs anglais disponibles en permanence, opposés aux 1500 avions de la Luftwaffe, il fallait vaincre ou mourir. Ce fut un très étrange mois d'août. En bas, il y avait des vacanciers sur les plages de la côte sud, car il faisait beau et chaud. Les familles étaient dispersées, les hommes mobilisés, les épouses et les enfants n'avaient qu'à attendre et espérer. Et dans le ciel, ce fut un enfer permanent. La bataille d'Angleterre fut conduite depuis 2 types de postes de combat. D'abord, les salles de contrôle. Là, des officiers tacticiens suivaient la situation en temps presque réel grâce à l'interprétation sur carte des informations reçues par les radars, les observateurs visuels et le contact radio avec les chasseurs. La salle de d'Oxford existe toujours, pieusement conservée. On y sentirait presque l'odeur de tabac blond refroidi et un enregistrement crachouillant fait revivre l'ambiance qui régnait dans ces petites salles lors des interceptions, lorsque des auxiliaires féminines manipulaient leurs râteaux de croupier, déplaçant les symboles des formations ennemies ou amies.
Well done, everybody. Hello, Dory. Hello, Dory. Red 5, I'm calling. Mr. Pancake. Mr. Pancake. Le second poste de combat était le cockpit des chasseurs. C'est vraiment étroit, il n'y a pas de plancher, il faut faire attention où on met les pieds. Les gens qui volaient là-dedans étaient véritablement exposés au hasard de la guerre, et de quelle manière, puisque les flancs du fuselage, les vitrages latéraux en fait et la verrière n'étaient finalement que du papier, c'était épais comme des feuilles de papier. Mais au moins il y avait une protection, il y avait une protection derrière, une protection devant. La protection arrière, c'est une plaque de blindage qui se trouve derrière le siège, et puis la protection avant, eh bien c'est ce petit pare-brise. Un pare-brise blindé qui fait à peu près dans les 2 bons centimètres d'épaisseur. Et la légende dit que c'est le maréchal de l'air Dowding qui avait imposé des pare-brises blindés en disant qu'il exigeait que ses pilotes soient au moins aussi bien protégés que les gangsters de Chicago qui, eux, se promenaient en voiture dont les vitres étaient blindées. Après les aérodromes, les bombardiers allemands s'attaquèrent aux villes, et ce fut l'erreur majeure d'Hitler. Désormais, les pilotes de la Royal Air Force défendaient leur famille, et ils le firent avec une férocité et un acharnement tout britannique. Chaque soir, la BBC donnait le score de la journée en avions détruits de part et d'autre. Mais parfois, ces chiffres étaient truqués, car il fallait conserver le moral collectif. Ce fut la première campagne de dévastation massive lancée contre des villes. La Luftwaffe fut bien près de réussir dans son entreprise de mise à genoux de la RAF, réduite à sa plus simple expression dès le début septembre. Mais il ne faut jamais croire qu'on a gagné contre des Anglais. The Battle of Britain was won, but not by Hitler. Certes, la guerre n'était pas finie, mais le Spitfire était entré dans la légende. Pendant plus d'1 an, l'Angleterre mena seule la guerre contre l'Allemagne. L'Amérique n'allait entrer dans le conflit qu'en décembre 1941. Les Spitfire furent engagés dans des milliers de raids de harcèlement qu'on appelait des rhubarbs, car ces missions de corsaires volants donnaient la colique aux pilotes. L'initiative changeait de camp, et des pilotes venus de toute l'Europe occupée en profitèrent pour écrire leur propre légende aux commandes des petits Spits frappés à leurs armes. Dans le lot, il y avait bien sûr des Français, les aviateurs des forces aériennes françaises libres. Ils furent quelques centaines, pour la plupart de très jeunes gens dotés d'un sens de l'honneur exacerbé. Ils avaient, à leur façon, interprété une croix de Lorraine faite de Spitfire. On ne peut tous les nommer, évidemment. Alors en voici quelques-uns, symboliques. François de la Bouchère, Blondy Leblond et Jaco Andrieux, Maurice Choron, Henri Lafont et bien sûr René Mouchotte, le plus grand d'entre eux selon la légende. La guerre dura des années et les Spitfire se lancèrent dans l'attaque au sol contre les rampes de V1 par exemple. L'attaque au sol, c'est terrible pour tous, attaquant comme attaqué. C'était la guerre, c'était difficile à comprendre et à vivre, et ça l'est toujours aujourd'hui. 24 000 Spitfire furent construits en tout, et le dernier sorti d'usine après la victoire de 1945. Car il y eut un jour la victoire. Et alors, on jeta les armes à la ferraille, et on essaya d'oublier tout ça. Un demi-siècle plus tard. Duxford est devenu une extension de l'Imperial War Museum consacrée aux avions. Ce jour-là, un F-111 américain effectuait son dernier vol. Un vol s'achevant par un atterrissage freiné au câble car la piste de Duxford a été très raccourcie à cause du passage d'une autoroute. Ce F-111 venait rejoindre un formidable échantillonnage de machines volantes, les unes célèbres, les autres ignorées. Ces machines sont toutes condamnées au rôle d'avions empaillés. Elles ne voleront plus jamais. Ainsi va la vie dans les musées. Mais Duxford est un musée anglais. Un musée où certaines conventions sont piétinées par des alices fumant la pipe, la tête pleine de souvenirs d'avions vambissants et filant dans le soleil d'autrefois. Alors, à Duxford, l'administration offre des hangars à ceux qui restaurent les vieux avions pour qu'ils volent comme autrefois.
et ça donne des miracles. En Angleterre de nos jours, c'est tout aussi la crise que chez nous. Le chômage sévit lourdement, mais partout, on trouve des passionnés qui semblent penser que puisque tout va mal, eh bien il est grand temps de profiter de la vie. Alors on fait voler les rêves et les souvenirs et on fait visiter le musée à des gamins, à qui on peut ainsi apprendre que l'aviation anglaise fut la première du monde. De ce point de vue, d'Oxford, c'est un peu Jurassic Park. Une fois par an, le musée donne sa grande fête. Un meeting aérien qui tient de la Garden Party et du Who's Who des machines volantes anciennes. Toutes les légendes de l'histoire du ciel sont là, même les plus rares. Personne ne voudrait manquer le show d'Oxford, homme ou machine. Et ça n'est pas une fête élitiste, puisque le chiffre des spectateurs dépasse la centaine de milliers. Le programme du show d'Oxford est très œcuménique, du moment que l'avion est ancien, qu'il est historique et surtout aussi beau que lors de sa sortie d'usine, il a sa place ici. Il y a tous les avions, les plus beaux, les plus rares, mais il y a aussi et bien sûr les Spitfire. En cette fin de siècle, d'Oxford est le plus gros nid à Spit de la planète. Sur les 24 000 construits, il en reste une vingtaine dans le monde, dont 6 basés ici. 2 collections privées dominent l'activité en vol de la base musée. D'abord la Fighter Collection de Stephen Gray. Voici son coffre à joujoux. Si vous rêvez d'un chasseur à hélice, ne cherchez plus, il les a tous. Comment devient-on collectionneur d'avions ? Bon, il faut être qualifié fou pour débuter. Et en deuxième ligne, il faut avoir une idée fixe. Et dans mon cas, j'avais l'idée fixe d'avoir un Spitfire. Si vous avez débuté en collectionner les Dinky Toys, on sait exactement comment on traite le double de votre Bentley pour un camion que vous n'avez pas. Et donc c'est la même chose avec les avions? C'est un peu la même chose, mais les gens sont pas aussi sérieux que les enfants. Si vous êtes motoriste français, vous avez une fixation sur les Bugatti. Si vous êtes motoriste britannique, vous avez une fixation sur les Bentley ou les Aston Martin. Moi, je suis britannique, j'étais né à l'époque du guerre, et je ne sais pas comment, mais ça a rentré dans mon psychologie qu'il faut avoir un Spit. Et bon, maintenant, j'ai la fixation du Spit. Mais ça se soigne? Non, c'est impossible. Tout de suite, on a le virus, c'est terminé. Bon, le Spit, c'est un mythe enveloppé dans un énigme et on trouve au milieu d'autres choses. Il a tous les défauts possibles, mais c'est dans un embellage qui a une attraction fou. Mais peut-être à la fin on trouve un perle parce que c'est un avion de grande classe. Il faut se calmer avant de mettre la pression. Et il faut bien regarder que tout marche bien, inclusive vous-même, mentalement et physiquement. Et après, on a le grand plaisir de se garder cet avion dans l'environnement qu'il était conçu pour, l'air. Il ne faut pas rentrer avec l'idée on va faire 10 minutes de plaisir. Il faut préparer mentalement de faire le mieux possible pour cet avion. C'est pas un joujou.
Stephen Gray vit une vie bien remplie, malgré la complexité de ses agendas. Sa Fighter Collection est un laboratoire historique où les avions sont traités comme des œuvres d'art par une vingtaine de spécialistes salariés à qui le travail ne manque pas, alors que dehors, dans l'industrie, on débauche. Un peu plus bas que le hangar de Gray, il y a celui des Anna, Ray le père et Mark le fils. Ray, le néo-zélandais, est amoureux de Puccini, en adoration devant son fils, et c'est l'un des 3 ou 4 plus fins pilotes de ces 30 dernières années. Mark le fils est l'un des 3 ou 4 plus fins pilotes des 30 prochaines années, et il est en adoration devant son père, qu'il n'appelle pas Daddy, mais Father. Leur hangar contient, entre autres, 2 Spitfire. Ray et Mark ont été pilotes dans la RAF. Aujourd'hui, le fils ne s'occupe plus que d'aviation historique et cinématographique, témoin Memphis Belle, l'Empire du Soleil ou Piece of Cake. Et le père se partage entre le pilotage en ligne et les vieux avions de leur société, la compagnie des vieilles machines volantes. L'histoire d'amour entre Ray et le pilotage dure depuis pas mal d'années. It's getting on for 45 or 46, yeah. Et qu'est-ce qui fait la base de la compagnie des vieilles machines volantes? I think most of the people I'm associated with at this museum have a feeling of the heart for these airplanes, if I can put it that way. What do you think of your son as a pilot? He's not here. He's all right. He's, I'd say, better than average. Apart from being a good seat-of-the-pants pilot, he puts his mind to it as well. I see him flying now at 65, and I've watched him flying very hard as I've got older, with a critical eye, to be honest, to see if I see any sign of deterioration, and there's absolutely none. When we've played at air combat together, he always wins, so I can't speak highly enough of him, and that's not just as a son saying it. Most other pilots that fly with us acknowledge that as well. It's very much a friend. It's very much a kind, warm friend, if you like. The Spitfire is a beautiful airplane to fly. There's nothing else that can quite compare with it. I love Spitfires, and I particularly love our Mark 9. It's not a perfect flying airplane, and some things of that could be improved, but you love it for the history, and undoubtedly it made history, and undoubtedly the young men flying them were making and changing history as well. That's the reason I think that it's most important to keep these airplanes flying. Because when they're just in a hangar sitting there, a large element of that time machine factor, I feel, is lost because they're not living anymore. Spirit of flying has changed, particularly since the days of computers, EFIS systems, fly-by-wire. To a large degree, I feel, certainly in the airline world, that the seat of pants thing is going or perhaps gone. Is it a bad? It's only a bad thing if you're an aviator that flies from the heart.
Non loin de d'Oxford, il y a Audley End, domaine d'un lord ruiné qui du coup siège désormais aux communes et non plus à la Chambre des Lords. Au-dessus d'Audley End, un minuscule aérodrome en herbe avec un atelier Historic Flying. Ici, on reconstruit des Spitfire comme ailleurs des vieilles voitures. Pendant la guerre, on construisait et on réparait des Spitfire partout en Angleterre. Dans des granges, dans des garages reconvertis, jusque dans les ateliers d'entretien des wagons de certaines compagnies ferroviaires. Ces avions étaient principalement construits par des femmes dont les hommes étaient mobilisés. Il fallait au total près de 300 000 heures de travail pour construire un seul Spit, car tout, absolument tout dans cet avion, était fait à la main. Historic Flying est l'une des 3 ou 4 entreprises d'Angleterre chez qui on peut, moyennant une petite fortune, faire renaître un Spitfire. Travaillent là une demi-douzaine de techniciens. Ils opèrent selon les règles les plus nobles d'un compagnonnage aéronautique qui fit que l'Angleterre, autrefois, était le temple de l'aviation. Ils forment les tôles d'alu, ils rebâtissent l'architecture des avions non seulement dans le détail, mais évidemment dans la fonction, car les épaves dont on part ici vont revoler, et il faut que la sécurité soit assurée. Ici, malgré les apparences, on fait de la très grande et très noble aviation, car le but est de faire beau et non de boucler un budget. Bizarrement, avec cette philosophie, on gagne de quoi vivre, et même plutôt bien, et les clients, bien sûr, repartent extasiés. Combien coûte un Spit? Autour de 4,5 millions de francs, comme un beau petit appartement dans un quartier chic de Paris, un catamaran de 15 mètres, ou encore la moitié du prix d'un petit avion d'affaires monoturbine. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de Spit qui volent dans le monde. Pourquoi? Bien par exemple parce qu'il faut remplacer un par un les dizaines de milliers de rivets qui sont les coutures de l'avion, car les rivets d'origine contenaient du magnésium, un métal qui pourrit avec le temps. Ceci explique cela. À l'origine d'Historic Flying, un spécialiste des logiciels informatiques de pointe, comme ceux qui régissent les boîtes de vitesse automatiques en Formule 1. Il est de Cambridge et se nomme Tim Rootsis. I have always enjoyed aviation for relaxation, and I found this particular branch of aviation gives me a tremendous amount of satisfaction to be involved in putting aeroplanes back in the air and then being able to fly in them. The computer activities I find that provide me with the mental challenge. Fantasme. Rootsis voulait piloter un Spit, idée fixe. Il demanda à des gens comme Stephen Gray comment faire. Réponse, pas de problème, trouvez une épave et reconstruisez. Et Rootsis se retrouva avec des épaves, une société, un atelier, et au bout de 5 ans, il fit son premier vol. While I was taxiing the aeroplane out for the first time, there was a completely irrational fear in the back of my mind that somebody was going to come out and say, no, stop, you can't do this after all. When I climbed away for the first time and the gear had retracted, there was a moment of absolute elation that I finally got to the point of doing what I'd wanted to do. But it only lasted a very short time, because then the realization is you're now on your own in a single-seater, and you've got to sort it all out in the next 45 minutes, and you've got to land it again. Seulement voilà, maintenant the question is, combien tout cela peut-il durer encore? Technically, there is nothing on the aeroplane that cannot be replaced and fixed whilst there are people who want to see them flying. I think the only issue would be one of the purists. They may say that in 500 years' time, are we still flying original Spitfires? By which stage we've changed everything in the aeroplane. I don't know. That's a philosophical question, but technically there's no reason why not. Au bout de tout cela, il nous fallait voler en Spitfire. Par chance, il y a un biplace disponible à d'Oxford, celui de Caroline Grace. Nick, le mari de Caroline, avait reconstruit cet avion avant de mourir dans un accident de la route. Caroline a gardé l'avion et elle a appris à le piloter. Et maintenant, c'est à nous. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire le tri entre le poids du mythe et les pesanteurs de l'histoire,
Et surtout essayer de ne pas oublier que finalement un Spitfire, c'est d'abord et avant tout un avion. This horizon is not very good. Okay. If you do this a bit and it just goes, And it just stops. finished. Yeah. And the same with the direction indicator. So we disregard this Not too. very good. The next to it is a fuel pressure warning light. Fuel The pressure light down warning. there. It's orange colour and it'll flicker on and off. Don't be alarmed. Even in cruising, it'll flicker on and off. It's only a problem if it comes on continuously at high power. Then it's a problem. We don't want to see more than 115 when we line up on the runway. If it's more than 115, we don't take off. If the engine stops and we want to land in a field, you slide that back, you move the lever down slowly to the first stop. It does that. And now It prevents it from going straight. Yeah. Le bonhomme qui raconte son premier vol en Spitfire raconte qu'il a le cœur qui va un peu vite. Et là, cet après-midi, donc à Duxford, eh ben, il y a 3 personnages qui ont le cœur qui bat un peu vite parce que ces 3 personnages vont faire leur premier vol en Spitfire. Alors on verra bien après si, comme Pierre Klusterman ou quelques autres, on descend de l'avion un peu en état second et changé à tout jamais pour toute la vie par l'expérience que représente le vol dans un avion comme ça. Mais je peux vous dire que c'est vrai, on a le cœur qui bat avant, et qui bat même beaucoup. Idée stupide. Aujourd'hui, il y a bien plus d'astronautes et cosmonautes que de gens qui volent en Spitfire. On sait qu'à la mise en route, il va cracher le feu, il va y avoir de la fumée dans le cockpit et ça va vibrer à déchausser les dents. N'empêche qu'il ne reste plus qu'à y aller pour voir. Clear, prop. Voilà, ça roule, et les premières sensations se télescopent. On a bien préparé ce vol depuis 2 jours. Et en fait, tout se passe comme prévu. Par exemple, on ne voit rien devant, ça c'est sûr. Et puis aussi, la moindre pression sur la manette de gaz suffit à faire bondir l'avion. Il faut faire attention, être prudent. Et puis, il est aussi impossible de le faire rouler droit. La roulette de queue n'est pas conjuguée. On a le cœur entre les dents et le bout de piste approche. On est obsédé par l'idée qu'au décollage, il va embarder avec la montée en puissance. Il faudra le contrer au gouvernail de direction, le contrer aux ailerons. Et puis une fois en l'air, il faudra penser à vite ramener le gouvernail au neutre, car il va accélérer très vite et déraper. Allez, les gaz, et on décolle. 2800 tours, 2900, c'est parti. Une fois en vol, les impressions chaotiques d'avant le décollage se fondent dans un délire de douceur. On oublie l'avion et on pense à un poème, celui que tous les aviateurs anglais et américains ont dans leur sacoche, un poème que les astronautes d'Apollo ont amené sur la Lune. Je me suis libéré des emprises de la Terre pour danser dans le ciel sur des ailes, argentées d'un grand rire. Je suis allé vers le soleil. J'ai rejoint les cascades chaotiques de nuages tranchés de lumière. Et là, j'ai vécu des moments dont vous n'avez jamais rêvé. Rouler, planer et balancer si haut dans le silence solaire. Suspendu, j'ai pourchassé le vent hurlant et lancé mon vaisseau au travers de fabuleuses cavernes pleines d'un air infini. Haut, plus haut, au long d'un délire de bleu brûlant, j'ai survolé les sommets balayés de vent dans une sérénité que nul aigle, nulle alouette n'ont jamais vécue. Puis, alors que mon esprit silencieux s'élevait au travers du sanctuaire inviolé de l'espace, j'ai sorti une main et caressé le visage de Dieu. Ce poème a été écrit par un garçon qui s'appelait John McGee, qui pilotait un Spitfire et qui est mort à 19 ans dans son avion. L'ennui avec les avions, c'est qu'ils ont vite fait de vous ramener à la réalité, de vous arracher à la poésie. Alors on va redescendre avec ce Spit
pour découvrir comment il vole à basse altitude, en manœuvre, et ça va changer de registre. Là encore, comme tout à l'heure en altitude, on va découvrir que malgré 1000 petits détails perfectibles, et en particulier sa commande de profondeur beaucoup trop légère, on sent que cet avion-là, mieux que tout autre avion, mieux que toute autre machine peut-être, c'est devenir une extension de celui qu'il pilote. Et on devient un oiseau, une hirondelle, avec 1800 chevaux dans le ventre. C'est pas une machine, c'est une créature. Tous ceux qui ont volé en Spit se sont fait la même réflexion à l'issue de leur premier vol. Ça n'a duré que quelques petites dizaines de secondes. C'est trop court. On a beaucoup moins peur au moment de le poser. On sait que c'est pas un avion méchant. Et on le soutient au ras de l'herbe. Allez, on le soutient, on le soutient, on le soutient, et c'est fini. Well, we don't. Well, get used to it. It's in turbulence. In turbulence. Yes, in turbulence it is just. You must also always be flying the airplane. They're all lovely airplanes. I couldn't stop him. He wanted to stay up there forever. Voilà, c'était une grande histoire, ça a été un plaisir de la filmer, croyez-le.
On est de retour au Salon du Bourget, on s'y retrouvera dans le prochain Pégase rediffusé cet été. Le prochain Pégase sera consacré à une aventure encore plus immense peut-être que celle-ci, l'aventure d'Apollo. Apollo, c'était le 20 juillet 69, c'était donc il y a très exactement 26 ans. Si vous volez d'ici là, eh bien faites-le prudemment. Au revoir.